Merci de votre fidélité à Télésud. Nous sommes bel et bien dans Pile et Face. Nous allons parler aujourd'hui de l'élection présidentielle et des législatives en République démocratique du Congo. Le thème de notre émission de ce soir est élection générale en République démocratique du Congo, entre doute et dérapage. Pour en parler avec moi aujourd'hui, Madame Bintou Moulongo, qui est présidente de la FAS. La FAS, c'est l'Association des femmes africaines solidaires pour le développement. Bonjour Madame Bintou. Bonjour. Et merci d'être sur notre plateau pour évoquer cette élection dans laquelle on remarque tout de même que parmi les candidats à la présidentielle, il n'y a pas de femmes. Hein? Il n'y a pas de femmes, malheureusement. Bon, il y en a quand même quelques-unes pour les législatives. D'accord. Avec nous également Anissé Mobé, qui est chercheur en sciences sociales. Il est également membre du réseau des chercheurs, c'est ça? Non, collectif des intellectuels congolais défi. D'accord. Donc, et nous allons également évoquer cette élection, une élection, il faut le rappeler, hein, c'est la deuxième démocratique pour la République démocratique du Congo. La première, c'était en 2006, qui avait été remportée par le président sortant, Joseph Kabila. Merci d'être là. Merci. Avec nous également Valentin Bouguin, qui est journaliste à Africasie. Bonjour. Bonjour. Vous avez votre une du mois dernier était sur la République démocratique du Congo. Oui, on a amplement parlé de la République démocratique du Congo et de ses enjeux, justement à l'occasion de ces élections, les deuxièmes démocratiques de l'ère République démocratique du Congo. Très bien. Et avec nous, enfin, pour en parler, Roger Bongoz. Comment je vous présente? Journaliste, activiste, journaliste engagé? L'ensemble, oui. On peut dire journaliste engagé, activiste. D'accord. Oui. Et vous êtes l'éditeur du site afriqueredaction.com. Tout à fait. Donc, nous allons évoquer avec vous cette élection. Déjà, une première chose, c'est que sur la date du 28 novembre, il y en a qui sont très sceptiques et je crois que vous en faites partie. Je suis sceptique d'autant plus que, vous savez, la RDC vit une période d'une crise majeure. L'Est de la République démocratique du Congo n'est pas encore libéré. On organise des élections et le 3/4 du pays ne sera pas au rendez-vous par rapport à ces scrutins. On regarde, il y a 30 millions d'électeurs pour ces prochaines élections. Or, il y a 70 millions d'habitants. Où sont passés les 40 millions? Alors, donc, je vois ces élections, si ce sera légitime, en plus, il n'y a qu'un seul tour. Il y a l'illégitimité du président qui sera élu, peut-être avec 20%, peut-être avec 23%, et des crises qui gangrènent le pays. Tout cela n'augure pas grand-chose. Et voyez-vous, il y a encore dernièrement, il y a quelques membres du PPRD tués en Espagne, il y a des crises partout, il y a des chefs de parti qui lancent des invectives aussi de mots d'ordre. Donc, pour commencer déjà, puisque nous évoquions la date de l'élection, c'est le 28 novembre, certaines personnes n'y croient pas, mais s'il y en a qui y croient, c'est probablement au niveau de la mission des Nations Unies sur place. Je vous invite à regarder ce reportage qui a été tourné par la rédaction de Télésud. Une conférence de presse faite pour rassurer à un moment où la tenue des élections en République démocratique du Congo fait l'objet de spéculations. Pour Daniel Ngoy, président de la Commission électorale nationale indépendante, les élections combinées présidentielles et législatives se dérouleront bien le 28 novembre prochain. Alors que Jacques Dolly, le vice-président de la CENI, de passage à Bruxelles, a fait ce lundi état d'un éventuel report pour le 2 ou 5 décembre. Lors du point de presse, Daniel Ngoy est revenu sur la tentative de lynchage sur sa personne par un groupe de Congolais en Afrique du Sud. Il fallait que la police sud-africaine puisse envoyer les unités spéciales qui sont passées par la toiture pour me sortir. Comment ils m'ont sorti, ils m'ont demandé de courir. Selon les chiffres de la CENI, 32 millions d'électeurs repartis dans 62 000 bureaux de vote vont élire le nouveau président de la République et 500 députés. L'opposition congolaise dénonce des dysfonctionnements sur le terrain et des menaces de la part du pouvoir. Je dois vous dire que le processus sur le terrain se déroule, mais avec beaucoup de difficultés aussi. Il faut relever que les électeurs qui se manifestent comme de notre obédience ne sont pas tranquilles. Moi-même qui vous parle, je suis un candidat malheureux déjà parce que je n'ai pas mon passeport, on me l'a retiré. La majorité présidentielle dans son ensemble est satisfaite du processus électoral et du travail de la CENI. Je suivais les rumeurs comme tout le monde, qu'on allait être sur le point de reporter les élections, que ceci n'était pas prêt, cela n'était pas prêt. Mais maintenant, je sors de cette salle rassuré que les élections auront bel et bien lieu.
Des tensions marquent la période post-électorale. Vendredi dernier, l'opposant Étienne Tshisekedi appelait déjà ses partisans à casser des prisons pour libérer les militants et terroriser militaires et policiers. Vous avez suivi cette déclaration du candidat Tshisekedi, le candidat numéro 11 à l'élection, Anissé Mobé? Oui, nous avons suivi toutes ces déclarations, les démentis, les contre-démentis, tout cela. Mais je ne suis pas du tout certain que cela soit digne des enjeux des élections, pour des prochaines élections, parce qu'il ne s'agit pas de l'avenir de tel ou tel candidat, quel qu'il soit. Il s'agit du devenir d'un peuple de plus de 50 ou 60 millions de personnes. Alors, juste un rectificatif, parce que tout à l'heure, au début, vous avez dit que ce sera les deuxièmes élections démocratiques en République démocratique du Congo. Il faut toujours faire très attention. L'appellation République démocratique du Congo ne date pas de 1997 lorsque Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir grâce aux interventions militaires rwando-ougandaises. L'appellation République démocratique du Congo a été constitutionnalisée en 1964. Nous sommes République démocratique du Congo bien avant. Et en 1965, la République démocratique du Congo était quasiment le seul pays d'Afrique subsaharienne à organiser des élections législatives démocratiques, transparentes, pluralistes et surtout plurielles, sans que la communauté internationale ne dépense un seul sou. Les élections présidentielles étaient prévues pour le mois de mars 1966 et c'est le coup d'État de Mobutu de novembre 1965 qui a cassé ces processus. Donc les élections d'aujourd'hui, ce ne sont pas le deuxième, mais on dirait peut-être les troisièmes, depuis que le Congo est indépendant, où il y a effectivement une véritable compétition. Déjà en 1960, il y avait aussi une véritable compétition. Ça, c'est un premier rectificatif. Deuxièmement, je pense qu'effectivement, vous avez le droit de vous poser la question entre doute et dérapage. Alors, dans ces cas, il faudrait bien de rappeler les contextes dans lesquels les Congolais seront appelés à voter ou peut-être à ne pas voter tout de suite puisque les doutes ne viennent pas de nous, hein, ni de Roger Bongo, ni de vous, mais vous avez suivi les reportages que nous avons suivis tout à l'heure. Même au sein de la CENI, il a été envisagé une possibilité de pouvoir décaler la date des élections législatives. C'est le président qui a semé un peu le doute dans les esprits en disant qu'il était possible que ce soit reporté. Il faut se poser la question, pourquoi une telle déclaration? Est-ce un lapsus? Je ne pense pas que ce soit un véritable lapsus. Je crois qu'il y a peut-être des problèmes d'ordre technique, mais il ne faut pas qu'on profite de ces problèmes d'ordre technique pour pouvoir influencer les déroulements et la nature même de la consultation et donc de fausser les résultats. Parce que on va y revenir tout à l'heure, il faut bien souligner le contexte dans lequel nous allons voter et surtout les véritables enjeux. Cela dit, ce n'est pas la première fois en Afrique qu'on dit que les élections n'auront pas lieu et finalement elles ont lieu. On l'a vu récemment avec le cas le plus frais dans les esprits, celui du Cameroun. L'opposition avait parié sur une non-tenue des élections, elles ont eu lieu. Oui, finalement, bon, ça renvoie toujours au même problème, le problème d'ordre logistique qui est le défi numéro 1. Malheureusement, aujourd'hui, en Afrique, notre confrère vient de rappeler qu'il y avait justement eu, à l'époque, déjà dans les années 60, des élections bien organisées dans un contexte multipartite, sans influence de l'extérieur, sans un sou. Aujourd'hui, bien qu'il y ait ces interventions massives et répétées de la communauté internationale, bien qu'il y ait injection de tant d'argent déclaré, on constate que le défi logistique semble encore plus difficile à relever qu'il y a 3-4 décennies. Donc ça pose un réel problème. Est-ce que ces interventions-là sont faites pour nous faire avancer ou pas? Ça, c'est le premier point. Maintenant, en second lieu, le problème en République démocratique du Congo, on peut comprendre encore que des élections dans un contexte comme celui-ci soient soit un peu empreintes de suspicion, parce que l'ensemble du processus électoral lui-même est empreint de suspicion dès le départ, puisqu'il y a eu une modification dès le début du mois de janvier, dès le début de l'année, il y a eu une modification des règles du jeu, en plein jeu électoral, qui a donc permis de supprimer l'élection à 2 tours pour ne conserver qu'une élection à un seul tour avec une majorité simple, c'est-à-dire on peut être élu dès le premier tour avec 20%, 25%, ce qui pose un réel problème. Et par la suite, donc déjà, il y a eu cette suspicion, cette méfiance des acteurs politiques par rapport à cette intervention unilatérale du chef de l'État, candidat lui-même à l'élection, par rapport au déroulement du processus électoral. Et plus tard, le déroulé également
de ce processus a laissé planer des doutes. Il y a eu une inscription, un enrôlement d'ailleurs tardif des électeurs. Il y a eu une inscription parfois frauduleuse. En tout cas, les partis politiques ont dénoncé cela comme tel. Il y a eu des inscriptions multiples, tandis que d'autres n'ont pas vu leur nom inscrit. Donc tout ceci cumulé au fait qu'il y a également, nous sommes dans un pays 5 fois plus grand que la France, et avec 64 000 bureaux de vote et autant, plusieurs matériels électoraux acheminés dans ces zones-là, dont ça pose effectivement, tout ceci couplé a pu jeter un doute par rapport à la faisabilité de l'élection, sans oublier aussi le doute par rapport aux capacités organisationnelles elles-mêmes de la CENI, qui est dirigée par un proche du candidat, du président candidat. Un homme de Dieu quand même. Oui, un homme de Dieu, mais proche peut-être de candidat de Dieu, comme dirait l'autre. Madame Bintou Moulongo, comment est-ce que vous vivez? C'est vrai que la diaspora congolaise ne peut pas prendre part aux élections vu qu'elle n'a pas le droit de voter à l'extérieur, mais comment est-ce que vous vivez ces élections en France, par exemple? En France, je dirais que la mobilisation, elle est quand même générale, hein, parce que nous avons, en tant que maire, je vais me rester vraiment dans le créneau que je maîtrise bien. En tant que maire, j'ai vu nos enfants se mobiliser, que ce soit par rapport à la mobilisation sur les droits civiques, bien que ces droits nous a été confisqués. Et puis, nous voulons quand même qu'on aille à l'essentiel. L'essentiel, c'est-à-dire avoir accès à cette terre, avoir accès à notre nationalité congolaise, avoir accès enfin à un état de droit. Quand vous dites accès à la nationalité congolaise, vous pensez à quoi? C'est-à-dire que le Congo doit devenir une nation appartenant au peuple congolais. C'est d'abord ça notre lutte. C'est le cas normalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui peuvent prendre part au processus, aussi bien en tant qu'électeurs ou qu'en tant qu'élus, ou postulant à cet effet, sont des Congolais. Oui, mais d'abord, quand on ne met pas les priorités de la population avant toute chose, moi, ça me pose problème. Venant justement de l'Est de la République du Congo, moi, je suppose que cette population est vraiment la population oubliée. Oubliée. Pourtant, les derniers meetings se sont tenus là-bas, qu'il s'agisse de celui du candidat numéro 11, Étienne Tshisekedi. Mais justement, je m'étonne toujours que les gens se rabattent sur cette ville parce qu'il y a élection. Juste, la veille des élections, tout le monde se rappelle que le Kivu existe. Pourquoi on ne peut pas exister avant? On n'est pas des êtres humains avant? Et moi, ça me pose problème. Considérer quand même la souffrance de cette population. Ce n'est pas la énième fois. Tout le temps, nous ne sommes qu'agressés. Tout le temps, nous ne méritons que la mort. Et après, les démantèlements de notre région. Mais quand même. Et pour venir faire un meeting à une semaine avant les élections présidentielles, arrêtez. Moi, j'aimerais vraiment que toutes les femmes du Kivu, précisément, qui m'écoutent aujourd'hui, qui pensent au moins à une de leurs proches qui a été violée, à un des enfants qui a été violé. Moi, je penserais à mes nièces qui ont été violées, moi-même ex-otage, 92. Alors, je penserai à toutes ces souffrances du peuple du Kivu avant d'aller mettre un bulletin dans les urnes. Merci. Anissé Mobé, vous êtes chercheur en sciences humaines et sociales, donc vous avez très bien, vous avez connaissance un peu de la nature du corps électoral. On a dit lors de la dernière élection que le président Tshisekedi ne s'était pas présenté, on n'a pas pu jauger véritablement sa popularité ou pas. Cette fois-ci, il est présent, il y a un autre qui n'est pas présent, c'est le président du MLC, Jean-Pierre Bemba. Est-ce que ces deux absences ont le même poids? Est-ce qu'on peut les interpréter de la même manière d'une élection à une autre? Bon, c'est un peu difficile d'abord compte tenu de la manière dont le processus préélectoral est organisé aujourd'hui et a été organisé déjà à l'époque. Je rappelle tout de même que aux dernières élections, avant même que le Congolais ne commence à voter, un ministre belge des Affaires étrangères a indiqué les candidats pour qui il fallait voter parce que, selon lui, ils représentaient la chance pour le Congo. Bon. Et à l'époque, ça a étonné, ça a même choqué les Congolais. C'est ça les grands drames des Congolais. Mais pour les esprits avisés, nous n'avons pas été choqués. Pourquoi? Mais parce que, tout simplement, depuis 1960, les Belges exercent une sorte de droit, ils ont préempté
le leadership politique au Congo. C'est comme ça qu'il faut expliquer d'abord la démission forcée de Patrice Lumumba et puis ensuite son assassinat. C'est comme ça qu'il faut expliquer aussi la manière dont ils ont soutenu la sécession katangaise et comment Tshombe est passé de l'exil madrilène au poste de Premier ministre en 1964. Ça a été un triomphe pour tous ceux qui veulent faire du Congo une néocolonie. En 1965, rappelez-vous comment ils ont accueilli avec beaucoup d'applaudissements le coup d'État de Mobutu. Et donc maintenant, comment juger les poids électoral ou la popularité de l'un et l'autre? Il faut tout de même rappeler que Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila, qui sont arrivés, qui ont été qualifiés pour le deuxième tour, ils se sont imposés dans les champs politiques grâce aux armées étrangères. Il ne faut jamais l'oublier. Ce qui n'est pas le cas de M. Tshisekedi. Je rappelle qu'il était déjà élu sénateur en 1965. Ça dit qu'il n'est pas né à la politique grâce à Mobutu, contrairement à ce qu'on raconte très souvent. Même si il est vrai, il a été un de leaders, en tout cas un de poids lourds du système Mobutu, à la fois dans les MPR ainsi que dans le gouvernement et au Parlement, puisqu'en 1970, il a été élu vice-président de l'Assemblée, enfin une assemblée qui était une chambre d'enregistrement. Mais ça, c'est à lui de pouvoir s'expliquer et puis rendre compte aux Congolais, maintenant qu'il sollicite les suffrages des Congolais, c'est à lui de pouvoir rendre compte et assumer cette responsabilité-là. Mais sur le plan de l'histoire politique, il n'est pas né en politique grâce au régime Mobutu. Donc, ce qui veut dire qu'il a l'expérience, je dirais, du combat politique démocratique. D'autant qu'avant de devenir sénateur, il a été pendant 4 ans recteur de l'ENDA. L'ENDA, c'est-à-dire l'École nationale des droits et d'administration, créée au Congo en 1961, c'était une première en Afrique. C'est-à-dire que l'école de l'ENDA formait à la fois les magistrats et les hauts fonctionnaires. C'est un peu l'équivalent ici en France et de l'ENA et de l'école de la magistrature. D'ailleurs, beaucoup d'éminents professeurs français venaient donner des cours là-bas. Donc c'est quelqu'un, compte tenu de cette expérience, qui sont des ressources, c'est à lui d'en faire des atouts pour qu'effectivement, au moment où il se présente aujourd'hui, il puisse peser dans les élections. Mais ce n'est pas à un intellectuel qu'il appartient de dire voter pour X et pour Y. Le rôle de l'intellectuel, c'est d'expliciter le choix pour que les Congolais puissent voter en tant que citoyennes ou citoyens, comme l'a dit la dame, pas seulement comme électeurs qu'on peut manipuler. Et donc, de ce point de vue, je pense que effectivement, l'absence de Jean-Pierre Bemba pose beaucoup de problèmes. Est-ce que les faits qui lui sont reprochés méritent qu'il soit en prison? C'est encore un autre problème, puisque c'est lui qui l'a sollicité, c'était un chef d'État élu démocratiquement. Il n'a jamais été inquiété. C'est quand même assez curieux. Bon, passons. Et donc, si Jean-Pierre Bemba était là, quelle aurait été la configuration? Et si Étienne Tshisekedi était présent aux élections de 2006, donc ce sont des questions qui se posent, mais je pense que les interventions étrangères ont à ces points joué, parce que notre ami a fait allusion à la révision constitutionnelle. Ce n'est pas un fait du hasard. Les gens oublient que déjà lors d'un séminaire du PPRD à Kisangani, M. Bouchab avait déjà évoqué la possibilité que le chef de l'État puisse, pour les prochaines élections, être élu dès le premier tour. Et deuxièmement, rappelons-nous les violences de l'entre-deux tours. Pourquoi la résidence de M. Jean-Pierre Bemba a-t-il été attaquée? Je pense que dans certaines officines, ils pensaient avoir tellement bien fait les choses que dès le premier tour, le président Joseph Kabila allait être élu. Et je pense que l'intelligence politique dont ont fait preuve les électeurs congolais a surpris. D'où cette violence de l'entre-deux tours, d'où cette violence aussi après le deuxième tour. Et donc maintenant, il faut maintenant faire avec les réalités. M. Tshisekedi est là, M. Jean-Pierre Bemba n'est pas là. Que fait l'opposition? Est-elle en mesure de pouvoir assumer cette lourde responsabilité face quand même à un pouvoir? Il faut y revenir, compte tenu du contexte. Notre ami a commencé déjà à parler de suspicions liées à la révision constitutionnelle. Il faut y ajouter toutes les formes de violence. Violence sociale, violence politique, notamment contre des journalistes et contre les défenseurs des droits de l'homme. Et puis, voilà, et surtout la voix des sans-voix. Et enfin, les désillusions nées des élections. Les gens s'attendaient à des avancées significatives. Les avancées significatives se font attendre. D'où les véritables enjeux, à savoir l'émergence d'une nouvelle classe politique qui soit indépendante des intérêts étrangers. Deuxième enjeu, c'est
et une réinvention du politique. Il est grand temps. Les gens se posent la question, mais finalement, à quoi sert la politique au Congo? Si après des élections, il n'y a rien. Et enfin, les trois autres enjeux, et rapidement, il faut évidemment d'abord libérer la gestion des ressources économiques du Congo des convoitises étrangères. Quatrièmement, il est grand temps que les peuples congolais puissent se réconcilier avec ces intellectuels, notamment ceux issus de l'université. Et enfin, il est grand temps que le Congolais puisse se réapproprier, mais d'une manière intelligente, notre mémoire historique. Parce que dès l'instant où le pouvoir politique contrôle l'histoire, l'enseignement, l'écriture de l'histoire, il se donne des moyens redoutables pour manipuler les gens, asservir les gens. Très bien. Après avoir dressé ce tableau, je voudrais juste qu'on revienne véritablement. Est-ce que le poids de l'absence de Jean-Pierre Bemba, cette fois-ci, peut être interprété de la même manière que l'absence de Tshisekedi en 2006 Bon, disons que les contextes sont différents et notre confrère venait de le rappeler. Il y a eu tellement d'implications extérieures dans le système politique, dans le système même du pays, de la RD Congo, qu'il est difficile de jauger véritablement le poids de l'un et de l'autre, surtout en l'absence de bureaux de sondage à l'impartialité, à l'objectivité scientifique déclarée, avérée. On a entendu cette année, enfin cette semaine... Oui, il y a eu plusieurs sondages, mais avec des sondages avec des résultats tellement aux antipodes les uns des autres que ça jette tout de suite une suspicion par rapport à l'impartialité. Et puis il y avait eu les sondages en Côte d'Ivoire, ces fameux sondages ces fameux sondages qui à chaque fois 11 fois le président Gbagbo vainqueur au premier tour. Et qui a donné peut-être des illusions à certains de ses partisans, d'où la violence du rejet par la suite des résultats sortis des urnes. Donc il y a tous ces facteurs qui font en sorte qu'il est difficile de jauger véritablement le poids réel de chaque candidat en l'absence d'une vie politique structurée de façon souveraine. Parce que le gros problème, le gros enjeu de la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est le problème de la souveraineté de ce pays, le problème même de son intégrité territoriale. Parce que tout ceci, il y a tellement de plans faits de l'extérieur de balkanisation du Congo. Il y a tellement de convoitises autour de cette notion de... Quelqu'un d'ailleurs en France a parlé de commercialiser en commun les ressources de la République démocratique du Congo. Le président Sarkozy, voilà. Pour citer l'homme. Donc c'est pour vous dire qu'il y a tellement d'implications extérieures qu'il est difficile de juger qui pèse quoi aujourd'hui au Congo. Bon, cela dit, si on veut juste s'organiser autour des observations peut-être pragmatiques, bon, on se dit Jean-Pierre Bemba n'est pas là, bon, s'il avait été là, peut-être que ça aurait donné autre chose, mais aussi il faut relativiser parce que l'opposition aujourd'hui malheureusement est désunie, parce qu'avec un système électoral à un seul tour, de majorité simple à un seul tour, il aurait fallu donc pour avoir plus de chances que l'opposition se structure peut-être autour d'un candidat unique. Aujourd'hui, cette opposition elle-même est phagocytée. Il y a Jean-Pierre, il y a Tshisekedi qui est là, il y a Jean-Pierre Bemba qui n'est pas là, mais avec un parti qui doit... Il y a Vital Kamerhe, il y a beaucoup il y a beaucoup d'opposants suscités pour donner une allure, une dimension. Oui, c'est pas seulement en République démocratique du Congo, ça se voit partout. Il y a des candidats qui sont suscités pour donner une illusion de jeu démocratique ouvert, alors qu'en réalité, il y a 2 ou 3 candidats. Justement, je rebondis sur ce que vous dites, Valentin. On a l'impression aujourd'hui, en observant les élections en RDC, cette fameuse illusion que ça se joue entre 2 voire 3 candidats au maximum. Oui, le président sortant, Tshisekedi, il y a Vital Kamerhe, et il y a aussi, enfin, Ken Guado n'a pas beaucoup d'envergure là-dessus. Pourtant, c'est le président du Sénat. Oui, il traîne quand même des casseroles, il ne faudra pas oublier pas mal de choses que... Oui, on ne peut pas rentrer dans cet état. Mais il y a 3 candidats. Le président sortant, il y a Etienne Tshisekedi qui vient, ce qu'on appelle le candidat du peuple. Pourquoi le Sphinx. Pourquoi le candidat du peuple? Parce que le peuple espère avoir une nouvelle vision, une nouvelle république, comme Madame Moulongo venait de dire. Il viendra pour pacifier les pays et créer l'unité nationale. Et avec cette unité, on le voit même avec l'élaboration de son travail au niveau de la conférence souveraine nationale, un travail fabuleux qu'il a pu faire. Et il veut calquer son mandat, enfin son programme social, avec ses... Quand vous parlez de la rencontre avec Sun City.
Non, pas Sun City. Ça, c'est la conférence qui date de 92. Et c'est là où il y a un travail de fond qui a été élaboré pour mettre le Congo sur les rails. Et Tshisekedi, voyant, c'est ce travail qui a été fait par pas mal d'intellectuels, des élus, et également la société civile. Ce travail donne un fruit extraordinaire et que le Congolais disent aujourd'hui ça sera le moteur pour ramener le pays vers... Juste une parenthèse. Pourquoi il ne prend pas part aux élections en 2006 ? Vous savez, Tshisekedi, c'est un homme imprévisible avec des visions. Alors, il a interprété ça de la manière suivante. Il a dit, si j'avais pris part en 2006, je n'aurais pas tenu ces discours que je tiens aujourd'hui. Je vous ai dit qu'il ne faut pas aller aux élections avec la guerre à l'Est, parce qu'il ne faut pas oublier, comme Anissé venait de le dire, il y a deux belligérances. Il y a eu deux responsables de cette rébellion qui sont venus à Kinshasa pour fabriquer ce monstre à quatre têtes, le 1+4, qu'on connaît, qui a donné des résultats catastrophiques. Parce que un président, 4 vice-présidents, question de neutraliser les uns et les autres et de pouvoir aller à des élections apaisées. Et les élections apaisées, on le sait, vous parlez de pasteur tout à l'heure, Ngoï Mulunda, il est l'homme de Dieu. Son prédécesseur aussi, l'abbé Malou. Voilà, c'est ça que je dis, l'abbé Malou a brillé dans son incapacité à gérer la CI, donc la Commission électorale indépendante de la RDC. Il y a eu des tricheries, il y a eu des bourrages des urnes, et ces élections de 2006 ont été contestées, d'autant plus que le Congolais savent aujourd'hui cette élection leur a été volée. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin quand il a été battu, Jean-Pierre Bemba? Il a déjà accepté l'inacceptable. Ça veut dire quoi? Donc il fallait soulever, demander à ces peuples de se soulever pour que ces peuples recouvrent sa dignité et sa liberté. Et c'est que Etienne Tshisekedi a essayé de le dire autrement aujourd'hui. C'est pas le fait de tenir un discours en Afrique du Sud en disant que voilà, je vais demander qu'on ouvre les prisons, qu'on y aille chercher nos combattants. Il faut voir aussi dans son ensemble son discours. Son discours a tenu 40-45 minutes, 45 minutes de discours. On va y revenir. On a retiré qu'un bout de ces discours. Pour vous dire simplement qu'il y a la communauté internationale qui est derrière. Quand on voit France 24 est en train de marteler sur ça, AFP... Non, je m'interroge par rapport à ça. Ce sont ses propos, il ne les a pas niés. Oui, mais des propos, il faut voir dans quel contexte ça a été utilisé, ces propos-là. D'accord. Et il faut voir aussi le contexte aussi, comme on voit dans l'Est de la RDC, il y a 6 millions de morts de femmes violées, plus de 1500 femmes violées par jour. Et pourquoi France 24 ne fait pas ses titres d'ouverture de ces émissions par rapport à cela? Donc ça pose un problème. Et donc je pense que c'est un candidat qui dérange, qui est venu chambouler la situation, qu'il croyait que les choses allaient se passer comme une lettre à la poste, mais... Aujourd'hui, le candidat, on ne parle que de Tshisekedi, mais c'est aussi par rapport à son actualité. Il occupe la scène par les propos qu'il a tenus en Afrique du Sud, par rapport à ce qui se fait à l'extérieur en son nom. Peut-être pas avec son approbation, mais en tout cas, c'est lui qui est cité. Est-ce que vous avez l'impression qu'il regrette de n'avoir pas été là en 2006 et que là, dans les dernières foulées avant la présidentielle, il jette ses dernières énergies, y compris sans contrôler ses troupes? Non, je ne peux pas dire que Tshisekedi peut regretter quelque chose. Parce que nous, les Congolais, on n'a rien à regretter. Tout peut passer, les bombardements peuvent venir, ils vont passer. La terre ne passera pas. Je demanderai à Papa Tshisekedi de garder son sang-froid, d'être calme et de se reposer sur le peuple. Si le peuple l'a choisi... Parce que pour vous, il a gagné. Je n'entre pas dans ces polémiques-là, qui va gagner, qui ne va pas gagner. Parce que quand le peuple gagne, personne ne dit un mot. Quand le peuple congolais a été plus démocrate que les démocrates, personne n'a reconnu, même pas le fait que ça s'est passé dans un calme total. Personne n'a dit merci au peuple congolais. Et avec quoi? Très bien. Ben, je vous invite, parlons justement du contexte dans lequel cette élection se tient. Le contexte a suscité beaucoup d'inquiétudes, et y compris parmi les diplomates étrangers en RDC. Je vous invite à regarder ce reportage dans lequel il y a eu un appel au calme et à l'apaisement en direction des populations congolaises. C'est un reportage de Pascal Bois. Dans un exposé mardi devant le Conseil de sécurité à New York, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, Roger Miss, a souligné que la MONUSCO et toute la famille des Nations Unies étaient déterminés à contribuer à des élections démocratiques, pacifiques, libres et justes.
L'aspect organisationnel et logistique de l'élection présidentielle et des législatives du 28 novembre représente bien sûr un énorme défi avec plus de 32 millions d'électeurs dans un pays très vaste. En plus de 11 candidats à la présidentielle, 18 864 candidats aux législatives ont été enregistrés, ce qui est presque le double du nombre de 2006. Roger Miss a regretté que seulement 12% des candidats à l'Assemblée nationale soient des femmes et que tous les candidats à la présidentielle soient des hommes. Le chef de la MONUSCO n'a pas caché non plus son inquiétude quant au langage de la haine et aux outrances favorisant les actes de violence. Je tiens à exprimer ma préoccupation quant au langage utilisé par certains leaders politiques incitant à la violence liée aux élections. Ces actes constituent des violations directes de la loi électorale congolaise et des normes électorales internationales. C'est seulement par des élections libres, justes et démocratiques que les Congolais peuvent choisir leurs dirigeants politiques. Le représentant de la République démocratique du Congo a voulu, quant à lui, se montrer un peu moins alarmiste. La campagne électorale de cette année 2011 a un caractère nettement plus apaisé que celle de 2005-2006. C'est vrai qu'il existe des tensions entre certains candidats à la députation nationale. Par exemple, récemment à Kindu, les bureaux de 2 candidats se réclamant tous deux de la majorité présidentielle ont été brûlés par leurs sympathisants respectifs. En conclusion, le chef de la mission des Nations Unies au Congo a indiqué que des progrès notables ont été accomplis en République démocratique du Congo depuis les années où le pays était plongé dans la guerre. C'est justement grâce à votre soutien et à la synergie des efforts que nous pourrions véritablement continuer d'avancer dans la réalisation de nos objectifs communs, a-t-il dit à l'adresse des membres du Conseil de sécurité. Et dans le même sens, on a eu aussi l'appel au calme du ministre belge, du président américain et de nombreuses autres chancelleries occidentales. Quand on parle de violence, je pense notamment aux combattants. Pardon, Roger Bongos, vous êtes sur le plateau, mais cette année, on a eu beaucoup d'actes qui ont été reprochés aux combattants. Qu'est-ce qui fait courir les combattants et pourquoi s'en prendre à des Congolais à l'extérieur? Mais simplement, c'est simple comme posture en fait. Quand on voit un combattant qui s'est dit combattant, d'abord il faut voir étymologiquement d'où ça vient ces termes combattant. Et on combat pour quelque chose qui ne va pas. Déjà pour qui? On combat déjà pour la liberté. D'abord recouvrer la liberté et trouver son intégrité territoriale qu'on parlait tout à l'heure. Et trouver aussi la possibilité à ces Congolais de la diaspora qui sont aux alentours de 7 millions, à peu près, si on regarde tous les Congolais de la diaspora, 7 millions, qui ont été privés aussi d'aller... Ils sont toujours privés d'aller, puisqu'ils n'ont pas le droit. Tout à fait. Et ça, c'est une frustration. Alors, la frustration est créée aussi avec le viol massif perpétré dans l'Est de la RDC. Parce que... J'y arrive. Quand on se retrouve avec Madame Aminata Kone, qui est de la Côte d'Ivoire, la chanteuse, qui a été tabassée parce que soutenait un candidat. Et le candidat, aujourd'hui, il n'est pas au pouvoir. Ça montre bien qu'à chaque fois qu'il y a toujours quelque chose, le turféraire paye toujours. Hein. Quand vous êtes là à faire le lit... Ce ne sont pas forcément les turféraires. Parce que prenons le cas de Weti, Cyprien Weti, en Belgique, qui est correspondant de Télé Sud. Il a été agressé dans ses locaux. Oui, il a été agressé, et ça c'est assez spécifique. Hein. Il faut voir. Moi, je regarde dans la globalité le travail de combattants. Le combattant, il est là pour défendre un intérêt qui est crucial parce que le pays va vers la partition. On voit déjà la partition économique avec le CPGL qui est mise en place. C'est un cheval de Troie qui est mis pour pouvoir, bien entendu, économiquement partitionner la RDC. On voit avec le gouvernement américain, le secrétaire d'État, qui dit clairement qu'une partie de la RDC, le Nord Kivu de la RDC, est économiquement dans les mains du Rwanda, hein, pour citer le pays. Alors quand on voit tout cela, il y a une certaine frustration. La personne qui est à la tête du pays, on dit, et on continue à le dire, son identité est complètement... difficile à prouver. Jusqu'à aujourd'hui, son cursus est à prouver. Jusqu'à présent, je ne comprends pas pourquoi les combattants s'en prennent aux autres Congolais. Alors pourquoi ils en prennent à ces personnes-là? C'est simplement parce qu'ils soutiennent le gouvernement qui est en train de mettre à genoux un pays qui devait émerger, un pays où tout le monde devait bénéficier de ses ressources. Et ces gens-là savent que l'autre qui est à la tête du pays n'est pas de leur,
et la raison pour laquelle, quand on soutient un traître, entre guillemets, comme ils le disent, donc il faut de représailles par rapport à des gens qui sont autour de cette faune, parce qu'il y a une faune qui gravite autour de... Mais c'est pas très démocratique tout ça. C'est normalement aux élections. Vous savez, quand on se trouve dans une situation de guerre, entre guillemets, parce qu'il y a la guerre en RDC, il faut le reconnaître aujourd'hui, le pays n'est pas pacifié. Il y a des rébellions partout. Il y a 5 rébellions encore qui sévissent en RDC. Alors, comment voulez-vous parler d'un pays pacifié avec des rébellions et faire des élections avec les rébellions? Alors, donc, on utilise la manière la plus forte. C'est pour ça qu'on emprunte ce terme combattant qui a une connotation militaire et autre derrière, idéologique derrière. Donc, ils veulent combattre cette force du mal qui est à la tête du pays. Anissé Mobé. Oui, il faut revenir sur les documentaires que nous venons de visionner, l'intervention de représentants de l'ONU au Conseil de sécurité. Ah oui, pardon, oui. Bon, il met l'accent sur les appels à la violence. Manifestement, il s'adresse, il fait allusion aux dernières déclarations de M. Tshisekedi, ou en tout cas, c'est comme si la violence politique, la violence militaire au Congo était le fait de l'opposition. Ça, c'est inadmissible. On ne peut pas accepter cela. Il faut voir la structure de l'appareil militaire chez nous. Comment expliquer qu'aujourd'hui encore, on puisse faire appel au Rwanda, à l'armée rwandaise, pour soi-disant pacifier les Kivu. Laurent Kunda, qui a sémé la violence dans l'Est, aujourd'hui, il coule des jours paisibles au Rwanda. Est-il congolais ou est-il rwandais? Il est rwandais. Congolais, pardon. Et pourquoi s'est réfugié-t-il sous la protection du Rwanda, alors, puisqu'il est congolais? C'était une opération conjointe pour l'arrêter. Pourquoi il a exhibé sur sa carte rwandaise, tout en étant Rwanda aujourd'hui? Je pense qu'il y a. Donc, l'appel de la MONUSCO, c'est inadmissible, parce qu'il faut s'adresser. Ce ne sont pas les opposants qui assassinent les militaires, les journalistes, les défenseurs des droits de l'homme. Ce n'est pas l'opposition qui empêche la magistrature congolaise, alors qu'elle est composée d'éminents juristes, de pouvoir trancher. Nous attendons toujours le procès d'Arma Tungulu et tant d'autres victimes congolaises. Donc, c'est assez... d'autant plus que tout à l'heure... Mais je n'ai pas eu l'impression que le représentant des Nations Unies parlait uniquement, M. Riss, qu'il parlait uniquement de l'opposition. Il a dit qu'il voulait des élections apaisées. Bon, il n'a désigné personne comme fauteur de troubles. D'accord, mais force est de constater que dès que l'Amnesty International ou la Commission internationale des droits de l'homme de l'ONU publie des rapports accablants sur la violation des droits de l'homme au Congo, le gouvernement congolais est toujours prompt à pouvoir trouver des justifications, soit minimiser la portée du rapport, jusque même parfois à prendre la défense, par exemple, du gouvernement rwandais. C'est promptement ridicule. Je rappelle d'ailleurs que ce n'est pas nouveau. Déjà, du temps du régime Mobutu, lorsque Amnesty dénonçait les droits de l'homme, Mobutu disait, à l'époque du Congo belge, personne ne nous défendait. Ce qui est archi faux. D'abord parce que si les Congolais se sont battus pour devenir indépendants, c'est parce qu'on refusait justement d'être victime de l'arbitraire. Et je rappelle, lisez ou réalisez aujourd'hui le rapport accablant fait par une commission internationale en 1905 contre le roi Léopold II. Plus d'un siècle après, vous avez le sentiment que rien n'a changé au Congo, quel que soit le pouvoir, que ce soit le pouvoir colonial, le pouvoir post-colonial, notamment que ce soit un pouvoir qui s'installe par un coup d'État militaire comme Mobutu, ou qui s'installe parce que les armées étrangères l'installent au pouvoir comme Laurent Désiré Kabila, ou aujourd'hui, ce sont toujours les mêmes logiques de violence contre les populations civiles. Et enfin, dernier élément, puisque vous avez posé la question à madame, est-ce que Tshisekedi ne regrette pas aujourd'hui de ne pas avoir été candidat en 2006. Bon, d'abord, c'est à lui, M. Tshisekedi, de pouvoir affronter cette question tout à fait légitime que vous posez. Parce qu'effectivement, à l'époque, beaucoup l'ont supplié, ça on ne le sait pas, beaucoup de Congolais, des personnalités l'ont supplié pour être candidat à l'époque. Il a trouvé que les élections étaient tellement, les intérêts étrangers étaient tellement prégnants que tout serait fait pour non seulement qu'ils perdent, mais qu'ils perdent lourdement pour les ridiculiser. Il avait peut-être raison, je n'en sais rien. Mais quand je disais tout à l'heure qu'il faut une réappropriation intelligente de la mémoire historique congolaise, et les Congolais vont se rendre compte qu'à des moments cruciaux, à des moments difficiles,
ce pays a pu compter sur la clairvoyance des personnalités qui se sont sacrifiées pour l'intérêt général. À Cyril Abdoula, qui était Premier ministre, Tshisekedi a été Premier ministre à un certain moment. Cyril Abdoula, plusieurs fois. Bon. Cyril Abdoula, Premier ministre en 61, donc il y a 50 ans. Il faudra les rappeler aujourd'hui que nous allons voter 50 ans après l'assassinat de Lumumba, 50 ans après que Cyril Abdoula ait été élu Premier ministre à l'unanimité par le Parlement réuni en conclave à l'Université Lovanium. Nous allons voter 50 ans après que les étudiants congolais aient formé l'UGEC, l'Union générale des étudiants congolais, alors que le pays n'avait pas de gouvernement. Les étudiants, c'est-à-dire des gens âgés de 18, 19, 20, 21 ans, prennent ce risque énorme de pouvoir réunir tous les Congolais sans distinction d'ethnie pour qu'on puisse former une association estudiantine capable de pouvoir peser sur le cours des événements chez nous. Donc 50 ans après. Cyril Abdoula, qui a rapproché Cyril Abdoula et Patrice Lumumba, Kasavubu et Patrice Lumumba, le 20 ou le 25 juin. C'est-à-dire que nous sommes à quelques jours de la proclamation de l'indépendance et on n'a pas encore de gouvernement, nous n'avons pas encore de chef de l'État. C'est Cyril Abdoula qui rapproche Kasavubu et Lumumba pour que Lumumba soit Premier ministre et Kasavubu élu chef de l'État grâce aux voix des parlementaires lumumbistes. Ce seul exemple, on peut encore en citer d'autres, démontre à quel point ce pays est un gisement, a été un gisement de fortes personnalités capables de prendre des risques, notamment à des moments cruciaux. Et donc, par conséquent, aujourd'hui aussi, le problème n'est pas de regretter ou de ne pas regretter, le problème est de s'assumer et d'assumer de lourdes responsabilités pour que le choix des Congolais et surtout pour que la démarche de ceux qui sollicitent les suffrages des électeurs soit à la hauteur des enjeux historiques du Congo, parce que c'est un pays qui a suscité beaucoup d'espoir quand il est devenu indépendant. Ces espoirs ont toujours été déçus. Je rappelle que c'est pas la première fois que l'ONU intervient chez nous. Déjà, elle était chez nous en 60 jusqu'à 64. Et les contradictions étaient telles que le secrétaire général de l'époque, Dagamachor, est mort dans un accident qui n'a jamais été élucidé jusqu'à ce jour. Donc, par conséquent, il faudra faire preuve de beaucoup d'intelligence du côté notamment de l'ONU et aussi du côté de ceux qui, par exemple, qui considèrent qu'il faut commercialiser en commun les ressources économiques du Congo, ce qui est tout à fait inadmissible. Valentin Bouguin. Oh oui, je veux juste rebondir là pour dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, il faut bien garder l'esprit lucide lorsqu'on analyse la situation en République démocratique du Congo pour se reconnaître une vérité qui est pratiquement une lapalissade, mais qui est tue par ailleurs par les grands médias et autres occidentaux, c'est que les plus grands fauteurs de troubles au Congo, c'est d'abord l'ONU, avec sa mission qui est sur place, c'est la Belgique, la MONUSCO, le nom de sa mission, le nom de la mission de l'ONU au Congo. Figurez-vous, nous sommes en face d'une armée dans l'armée, c'est 20 000 hommes. Avec plus de 60 appareils. D'ailleurs, certains ironisent en disant que bon, c'est la 3e compagnie aérienne d'Afrique. Mais avec ça, l'ONU nous dit bon, nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables d'assurer la sécurité. Pourquoi la MONUSCO est sur place? Aujourd'hui, à quelques jours des élections, mais il y a un climat d'insécurité. Et un climat même de guerre, de rébellion à l'Est que la MONUSCO n'est pas capable de gérer, de régler. Alors pourquoi donc l'ONU est partie prenante de tout ce qui se passe aujourd'hui au Congo? On ne peut pas être juge et partie. Donc c'est vraiment amusant de constater que des gens placent des espoirs sur la MONUSCO comme si la MONUSCO pouvait aider le Congo à s'en sortir. Mais non, la MONUSCO fait partie des fauteurs de troubles au Congo. Ces rapports qui ont été faits, des rapports accablants qui montrent bien tous ceux qui ont pillé les ressources du Congo, ces rapports sont restés lettres mortes. Le tribunal pénal international également complice et arrête des gens sur des considérations pas très objectives, les maintiennent à la haie pendant que les élections se déroulent par ailleurs. Alors les premiers fauteurs de troubles, c'est la communauté internationale et il faut bien que le peuple congolais puisse se réorganiser en conséquence. Le second gros problème, c'est l'impunité récurrente en République démocratique du Congo qui fait que les auteurs de violence, c'est la cour douce, Laurent Kunda est tranquille, les autres sont tranquilles, les assassins de Floribert Chebeya sont tranquilles. Écoutez, on ne peut pas aujourd'hui venir parler de appel à l'apaisement de la part de la communauté internationale sans mettre le doigt sur ceux qui sont à l'origine de ce climat de violence dans le pays.
Très bien. Je vous invite, avant qu'on continue le débat, à regarder un document historique. C'est une vidéo de Étienne Tshisekedi qui date, elle date des années 80, dans laquelle il expliquait un peu ce qu'était le Parti national, ce qu'était le MPR, le parti du président Mobutu, aujourd'hui décédé. Je vous invite à la regarder tout de suite, elle dure quelques minutes, mais c'est le temps vraiment de faire un point historique. La philosophie politique africaine se définit autour de ce qu'on appelle techniquement la palabre, c'est-à-dire tous les problèmes de la communauté se discutent par tous les membres de la communauté autour du chef. Et tout le monde s'exprime librement dans son point de vue et arrive à prendre des décisions qui sont exécutoires. À un moment donné, les jeux a un peu été faussé avec l'évolution de la vie politique chez nous. Quand on dit que le MPR c'est un parti unique, chez nous, nous préférons l'appeler plutôt parti national. C'est parce que le MPR a, donc je vous dis, je crois personnellement que en s'écartant de la philosophie même du manifeste de Lancellet, on a fait du MPR un parti qui n'est pas basé sur l'adhésion libre. Et à un moment donné, on a déclaré que tout Zaïrois, de par sa naissance, est membre du MPR. Et chez nous, d'ailleurs, il y a un dicton, un slogan en lingala qui dit « Olinga, Olinga te, Ozali MPR », c'est-à-dire que tu le veuilles ou non, tu es membre du MPR. Or, dès que tout le pays, obligatoirement, tous les citoyens sont membres du MPR. Or, comme dans un parti, il y a ce qu'on appelle le règlement intérieur qui entraîne la discipline du parti. Donc, vous voyez, dans un parti où l'on n'a pas adhéré librement, et dès qu'on y applique la discipline du parti, qui normalement ne peut se comprendre que dans un parti où l'on a adhéré librement, vous voyez que tout de suite, ça donne lieu à énormément d'abus. On ne sait plus s'en sortir. Et c'est là que j'ai dit que c'est là qu'on viole un peu les dispositions ou les options fondamentales du manifeste de Lancellet, qui, lui, a laissé l'ouverture même à l'existence de deux partis. Le manifeste de Lancellet qui a scellé la création du MPR, hein? Oui. Il faut faire très attention avec des tels documents. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire politique du Congo, ça risque d'être très mal compris. C'est comme s'il faisait l'apologie du MPR, du manifeste de Lancellet et de Mobutu. Non, au contraire, il est très critique. Parce que je rappelle que ça date de 1980. Quelques mois après, avec d'autres parlementaires, Tshisekedi devait être arrêté. 13 parlementaires. Tshisekedi devait être arrêté et jugé, vous savez par qui? Par la commission de discipline du comité central du parti unique. Et en 1982, il crée son parti. Non, plus que ça, ils sont arrêtés, jugés cette fois-ci devant la Cour de sûreté de l'État. Donc il faudrait faire très attention. Deuxièmement, effectivement, le manifeste de Lancellet n'a jamais eu comme objectif de créer un parti unique qui devienne parti-État. Bien au contraire, la Constitution de 67, le mémoire explicatif est très clair. Il est interdit au gouvernement d'interdire la création d'un deuxième parti. C'est écrit noir sur blanc. D'ailleurs, c'est sur ces mémoires explicatifs que Marcel Liaou, qui était rédacteur de cette constitution, s'est appuyé lors du procès des 13 parlementaires pour expliquer la genèse, le bien fondé et la légitimité de l'UDPS. Donc, il faut faire très attention. Mais quand il parle du parti national, c'est pas comme s'il y avait un deuxième parti. Hein. Non. C'est-à-dire, quand il parle du parti national, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire un parti qui puisse rassembler librement les citoyens congolais, les membres, enfin, tous ceux qui veulent militer au sein de ce parti. Une démocratie au sein d'un seul parti. Au sein d'un seul parti, où, effectivement, sont garanties les libertés d'expression. Vous savez, lorsque la Constitution de 67, par exemple, pour donner un seul exemple, garantit l'indépendance du judiciaire, mais 7 ans après, c'est-à-dire en 1974, Mobutu impose une révision constitutionnelle où les principes même de la séparation des pouvoirs est aboli.
Ce qui veut dire que lorsqu'aujourd'hui, il y a cette révision dans un temps suspect... Très rapidement, parce qu'il nous reste une seule minute. Voilà, c'est une régression pour nous, Congolais, donc de presque plus de 20 ans. Donc oui, il ne défend pas les MP, il ne défend pas Mobutu, mais il défend une conception qu'il pensait... on revient au drame des intellectuels. Tous ces gens-là pensaient que parce qu'ils sont diplômés d'université, ils vont pouvoir influencer Mobutu. C'est le contraire qui s'est produit. Très bien. Oui, je voulais juste dire qu'aujourd'hui, le peuple congolais va vers des élections. Il faut tout faire pour que ces élections soient apaisées, appeler les différentes parties prenantes, à commencer par le gouvernement qui est en poste à Kinshasa, de créer les conditions d'une transparence, parce que c'est par la transparence qu'on peut garantir un scrutin apaisé et des lendemains post-électoraux qui soient également apaisés. Roger Bongos. Moi, je parlerai surtout au niveau de la CENI. La CENI, c'est le problème fondamental par rapport à ces élections. Aujourd'hui, le préalable qui ont été proposés à cet organisme de bien gérer les élections, il y a des problèmes gravissimes qui se présentent au niveau de la gestion de ces élections. Il y a des doublons au niveau des listes. Il y a des problèmes des omis. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas inscrits et ils ne vont pas voter, ils vont attendre. Il y a des zones qui sont ce qu'on appelle la cartographie proposée par la CENI, qui est une mauvaise cartographie. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que ça se passe bien? Parce que là, on est entre doute et dérapage. Alors comme les préalables ne sont pas mis en place, moi je pense qu'on va aller vers... Vous souhaitez un report? Un report, oui, parce que là, si on souhaite un report aujourd'hui, on va sortir aussi de la Constitution. Vous voyez, le mandat de président... Quelle est la solution? La solution, moi, j'ai toujours été, par rapport à ces solutions, de ne pas laisser quelqu'un qui est proche du pouvoir d'organiser les élections et en temps de guerre, parce que le pays est en guerre. D'accord. Le dernier mot pour vous, Madame Bintou Moulongo. Le dernier mot pour moi, c'est vraiment qu'est-ce que ces élections vont nous rapporter par rapport au pillage des minerais de notre pays. Et en plus, cette fois-ci, que le pouvoir qui viendra ne confisque pas la nationalité et l'identité nationale du peuple, parce que c'est quand même honteux que la CENI n'a pas soulevé que le peuple congolais n'a jamais eu de carte d'identité. Les gens circulent avec des cartes d'électeurs, c'est comme si ça suffisait et personne n'a dit un mot. Donc, cette fois-ci, rejoignons-nous vers des questions essentielles pour soulever et pour dire au peuple congolais, vraiment, un air nouveau va s'élever. Merci beaucoup, Madame Bintou Moulongo. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'AFAS, qui est l'Association des femmes africaines solidaires pour le développement. Vous étiez en notre compagnie. Je remercie également M. Anissé Mobé, qui est le chercheur en sciences sociales et qui est membre du collectif des intellectuels congolais Défi. Oui. Merci également à Valentin Bougain de Africasie. Merci, je le disais encore, à Roger Bongos de Afrique Rédaction. Roger Bongos qu'on ne présente plus. Qu'on ne présente plus. Ah oui. Ça fait plus court en termes de présentation. Merci à vous tous. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à vous derrière votre téléviseur qui nous avez regardés. Et restez surtout en compagnie de nos programmes. À bientôt.